Alors que Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump ce vendredi, la Russie poursuit son offensive en frappant le réseau énergétique ukrainien avec des drones et des missiles. John Bolton, dans le collimateur de l'administration Trump, l'ancien conseiller à la sécurité nationale est notamment accusé de rétention de documents classés top secret. Le pape Léon XIV a participé à la cérémonie de la Journée mondiale de l'alimentation. Lors de son discours, il a décrit la persistance de la faim dans le monde comme un échec collectif. Alors que Volodymyr Zelensky est reçu à la Maison-Blanche ce vendredi, les autorités ukrainiennes ont déclaré que les attaques russes de la nuit contre des installations énergétiques avaient provoqué des pannes d'électricité dans l'ensemble du pays. Environ 8 régions ukrainiennes ont été impactées après un tir de barrage, a déclaré l'opérateur énergétique national ukrainien Ukrenergo. Selon le président ukrainien, la Russie a tiré plus de 300 drones et 37 missiles sur le pays au cours de la nuit, effectuant des frappes répétées sur la même cible afin d'atteindre les équipes d'urgence et les ingénieurs travaillant à la réparation du réseau. Cette attaque russe est le dernier bombardement en date sur le réseau électrique ukrainien et intervient au moment où Volodymyr Zelensky plaide en faveur de missiles américains Tomahawk capables de pénétrer plus profondément en Russie. L'Ukraine a de son côté ciblé dans la nuit une raffinerie de pétrole en Crimée notamment. Ces attaques sur des installations énergétiques cruciales perturbent l'approvisionnement en carburant de nombreuses régions russes depuis quelques semaines. L'OTAN et l'Union européenne collaborent à la création d'un mur anti-drone jugé crucial pour la défense et la dissuasion de l'Europe. Selon le commandement suprême des forces alliées, la mise en place de ce dispositif est urgente face à la multiplication des incursions de drones et chasseurs russes dans l'espace aérien de pays comme la Pologne et la Roumanie. Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis cette semaine pour définir les contours de ce projet et coordonner leur réponse aux violations aériennes. Parallèlement, plusieurs alliés ont annoncé des contributions à l'initiative PURL, un programme destiné à acheter des armes américaines pour les transférer en Ukraine. Le colonel Martin O'Donnell, porte-parole du commandement suprême de l'OTAN, a rappelé que la protection du flanc oriental de l'Europe reste la priorité absolue. NATO obviously working with the EU, working with all allies, right, to shore up their air defenses all along the Eastern Front. And for the Supreme Allied Commander Europe, he views the Eastern Front not simply as those countries that border the East. He views that from the high north all the way down to the Black Sea, the Mediterranean Sea, and beyond, and at depth. As the NATO Secretary General has said, we're all Eastern flank nations. One of the issues coming into this meeting was how and whether to shoot down Russian jets or drones, that there wasn't a uniform rules of engagement. How has that changed or evolved during this few days? So I think one of the most important things to mention is the fact that SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, with all forces that are assigned to him, assigned to NATO, has the authorities at the moment to act. And we saw that with the incident in Poland and Estonia recently, where NATO had the authorities to and acted appropriately. There's been a lot of reports that there's been quite a sudden and sharp decrease in military spending and military support for Ukraine amongst allies, over 40%. I mean, what's your response to that? Is that worrying, obviously, now coming into the winter? There was momentum from all the nations on contributions, not just to per se bilateral contributions from a nation to Ukraine or multilateral contributions, but also for initiatives such as the PEARL or the Prioritized Ukraine Requirements List. Very, very good response. I believe you heard that from the Secretary General, right? More than half of NATO allies have expressed commitments to contribute. And I think we'll see here more announcements very, very soon. Now, we know that Donald Trump is obviously going to make a decision on Friday about tomahawks and the use of tomahawks. But what's your own impression of the impact of this discussion? Well, I think there's a number of things worldwide, right, that potentially make the movement towards peace more possible. We saw recent developments in the Middle East, right, that President Trump drove. We'll see what happens on Friday, and we'll see what happens from Friday. La demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne devrait être débloquée au plus vite, estime la ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Toiu, à l'émission 12 minutes d'Euronews. Cette candidature est bloquée depuis longtemps en raison du veto du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Celui-ci freine également les progrès de la Moldavie, voisine de la Roumanie, dont la candidature est couplée à celle de l'Ukraine.
Selon Bucarest, des réformes dans la prise de décision sont nécessaires pour garantir un processus d'adhésion fondé sur le mérite. Well, I think what we need to do is to make sure also internally that we have the proper decision-making reforms, because it is clearly not just the merit of Moldova, the merit of Ukraine, Albania, Montenegro, and so on, we can go on, but it is clearly a problem that we have for ourselves if the will of 26 countries is blocked irresponsibly just by one single vote. And we need to do the proper reforms, but also fully use the current frame that we have to move forward. Antonio Costa, le président du Conseil européen qui représente les dirigeants des 27 pays membres, a proposé de revoir les règles européennes afin d'éviter que le veto d'un pays ne bloque l'ensemble du processus d'adhésion. Ce projet nécessiterait l'approbation de seulement 15 des 27 pays membres. Actuellement, le soutien unanime de tous les dirigeants est nécessaire. La question devrait être débattue lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Bruxelles la semaine prochaine. La ministre roumaine des Affaires étrangères n'a pas précisé la position de Bucarest sur cette proposition. We're going to have the council soon and the final decision is going to come of that. But yes, Romania thinks we need to move faster and we need to make sure we do not block our common decision. Israël a organisé une cérémonie commémorative pour marquer les 2 ans des attaques du Hamas sur le sud du pays. La commémoration a eu lieu une semaine après la date anniversaire pour respecter le calendrier juif. L'événement comprenait une projection sur grand écran de certains actes terroristes commis par le groupe basé à Gaza lors de son assaut hors de l'enclave. Les principaux dirigeants du pays, dont le président Isaac Herzog et le premier ministre Benjamin Netanyahou, étaient présents et ont prononcé des discours pour marquer l'événement. Netanyahou a promis de repeupler les zones visées par les attaques. Au cours des 2 dernières années, de nombreux habitants ont fui la région, craignant que des attaques similaires ne se reproduisent à l'avenir. Le président Herzog a présenté ses excuses au nom de l'État israélien et a exprimé l'espoir que toutes les personnes touchées trouveront guérison et réconfort. La Chine représente une menace quotidienne pour la sécurité du Royaume-Uni. C'est ce qu'a affirmé Ken McCallum, chef de l'agence de renseignement intérieur du pays, le MI5. Cette déclaration intervient après qu'une affaire impliquant 2 ressortissants britanniques accusés d'espionner pour le compte de Pékin s'est effondrée avant que ces derniers ne puissent être jugés. Des représentants du gouvernement ont en effet refusé de témoigner sous serment que la Chine représentait une menace pour la sécurité nationale. The UK-China relationship is, by its nature, complex. But MI5's role is not. We detect and deal robustly with activity threatening UK national security. Do we see actors acting on behalf of the Chinese state engaging in activity that threatens UK national security? Yes, of course. Le gouvernement, l'opposition et les procureurs se rejettent désormais la faute après cet échec retentissant. Il s'agit d'un revers embarrassant pour Londres, alors que le Royaume-Uni cherche encore à trouver le bon équilibre entre fermeté et dialogue face à la Chine. Le nouveau gouvernement travailliste tente prudemment de réchauffer les relations avec Pékin, longtemps refroidies par les accusations d'espionnage, les critiques sur les droits humains et le soutien affiché de la Chine envers la Russie dans sa guerre en Ukraine. John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a été inculpé pour transmission et rétention d'informations liées à la défense nationale. D'après l'acte d'accusation, il aurait conservé chez lui, dans le Maryland, des documents classés top secret et partagé des informations sensibles avec des personnes non autorisées. Bolton avait quitté la Maison-Blanche à l'automne 2019 après un conflit ouvert avec Donald Trump. Depuis, il est devenu l'un de ses détracteurs les plus virulents. Interrogé sur cette inculpation lors d'une conférence de presse, Donald Trump a réagi brièvement, faisant mine de ne pas être au courant et affirmant que la justice suivra son cours. I didn't know that. You tell me for the first time, but I think he's, a bad person. I think he's a bad guy. Yeah, he's a bad guy. John Bolton a publié une déclaration dans laquelle il affirme que Donald Trump abuse de son pouvoir en utilisant le ministère de la Justice comme une arme contre lui. Les dirigeants du monde entier se sont réunis à Rome ce jeudi pour assister à la cérémonie de la Journée mondiale de l'alimentation, qui marquait également le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
S'exprimant principalement en espagnol, le pape Léon XIV a exhorté la communauté internationale à ne pas détourner le regard dans la lutte contre la faim dans le monde et décrit la persistance de ce problème comme un échec collectif. Today, we can no longer delude ourselves by thinking that the consequences of our failures impact only those who are hidden out of sight. The hungry faces of so many who still suffer challenge us and invite us to re-examine our lifestyles, our priorities, and our overall way of living in today's world. Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, contradiciendo todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO durante estas 8 décadas. Face aux défis croissants et aux récentes réductions de l'aide américaine, il devient de plus en plus difficile de se rapprocher de l'objectif fin zéro. There are multiple crises around the world that are actually undermining our drive towards zero hunger. We know from our figures that maybe somewhere around 700 million people still live in hunger. So in a way it is a celebration, but also a day to reflect and remember and to maybe redouble our efforts to driving towards zero hunger. The presence here today of Pope Leo and high-level institutional figures, including Italy's Prime Minister Giorgia Meloni and several FAO ambassadors, highlights how even after 80 years, the organization's role in fighting hunger, advancing food security and supporting crisis-hit countries remains as crucial and pressing as ever. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.